Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette visioconférence, aidants et nutrition, donc qui est, réalisée en partenariat avec Home Transition, Adaptia et financée par le conseil départemental de l'Orne, la conférence des financeurs de l'Orne, qu'on remercie beaucoup. Aujourd'hui, vos intervenants, alors c'est moi-même, Gwendoline Cotrez. Donc moi, j'ai fondé la structure Movadom il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans. Et depuis 2 ans, on propose des visioconférences, des conférences, plein de thématiques sur différents sujets, aussi bien sur les aidants, mais aussi d'autres choses. N'hésitez pas à vous inscrire à nos thématiques qui sont entièrement gratuites sur notre site movadom.eventbrite.com. Alors, Laure, si tu le veux bien, je vais te laisser te présenter et prendre la main sur cette belle présentation. Très bien. Donc ça y est, j'ai pris la main. Donc je suis Laure, diététicienne nutritionniste dans l'Eure, en Normandie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très Oui, bien. super. Et donc moi j'interviens à la fois en consultation et en même temps sur tout ce qui est problème de dénutrition plutôt ciblé handicap et personnes âgées. Donc là, on est pile poil dedans. C'est super. Donc aujourd'hui, on fait vraiment la partie aidant et nutrition dans le but que de vous donner des outils pour répondre au mieux aux besoins des aidés par rapport à, que ce soit un problème de vieillissement, un problème de handicap ou voilà, et quels sont les points clés où il faut faire attention pour cibler, les besoins nutritionnels et pourquoi les besoins nutritionnels peuvent être accentués ou modifiés, en tout cas. Donc voilà. Donc là, on surtout comme on est en tout petit comité, s'il y avait des questions, vous prenez le temps d'appeler ou de parler ou de laisser un petit message pour vous, Catherine, et comme ça, on fait un point au fur et à mesure. Donc la définition d'un aidant, donc vous, Catherine et Isabelle, vous êtes des personnes qui vivait et qui agissait dans l'entourage immédiat d'une personne qui peut être malade, souffrante, en perte d'autonomie. Donc ça correspond à tous les âges, puisque limite, un enfant handicapé peut être considéré comme aidé, mais comme ça peut être, par exemple, ponctuellement, quand votre conjoint ou un frère ou une sœur a eu un problème, je sais pas, un accident ou ce genre de choses, et a une mobilité ou un problème qui l'empêche de vivre normalement pendant soit une durée indéterminée, soit une durée déterminée. Je pense par exemple quelqu'un qui a, je sais pas moi, là en ce moment j'ai un enfant avec un coude en moins, bon ben mine de rien, c'est une organisation qui est différente, qui n'aura pas forcément d'impact sur l'alimentaire, mais c'est quand même considéré comme être un aidant au vu d'un tiers. Donc voilà. Et donc c'est vrai qu'on parle d'aidants familiaux ou d'aidants informels, et on peut être soit reconnu comme vous, Isabelle, en tant qu'aidant, soit on le fait de façon, je dirais, indirecte, parce que la situation ne le nécessite pas d'être considéré ou d'être reconnu comme. D'accord? Mais c'est possible d'être reconnu. Donc ça peut valoir aussi le coup de faire les démarches pour être reconnu en tant qu'aidant. Et donc avoir des aides qui vous permettent aussi, d'adapter la maison, et puis finalement de compter votre temps par rapport à ce que vous faites au quotidien, en plus de ce que vous devriez faire. Donc, on parle surtout, c'est vrai que souvent, on pense aidant pour des personnes d'un certain âge, mais il n'y a pas que. Isabelle, vous en êtes la preuve, vivante. Donc il n'y a pas que, les aidants, vieillissants, mais ça fait partie, et surtout ça fait partie parce que la population ne cesse de vieillir et que nous aussi on sera des vieilles personnes. Donc c'est vrai que souvent on fait un peu un raccourci en disant aidant égale souvent de ses parents ou de personnes d'un certain âge, mais pas que. Donc l'évolution, en fait, c'est quand même le fait de devenir «vieux» entre guillemets, c'est un phénomène qui marque l'évolution de l'organisme, et c'est pour ça que je dis qu'on finira tous par devenir des vieilles personnes. Espérons qu'on ait la bonne humeur qui nous reste. Donc voilà. Donc la population, elle ne cesse de vieillir, elle va continuer de vieillir. On a eu les baby boomers en ce moment, mais finalement, on a quand même pas mal de personnes qui vont vieillir aussi. Donc, si je vous remets quelques chiffres, et en fait, la population de 65 ans et plus représenterait 69 de la population dans quelques années, contre un cinquième maintenant, ce qu'on appelle le phénomène baby boom, l'après-guerre. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais on est aussi, lié au vieillissement parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a des handicaps, il y a besoin d'une aide particulière, heu, adaptée aussi à tout ce que l'on peut rencontrer comme, accident, handicap, ce genre de choses. Donc les besoins et les dépenses, l'idée, et c'est là où on va parler de l'aspect nutritionnel, c'est que notre organisme, il a ce qu'on appelle un métabolisme de base.
C'est-à-dire que quand vous êtes au repos et que vous ne faites rien, vous avez déjà une dépense lié au fait que vous ne faites rien. Tout simplement parce que quand la nuit vous dormez, vous continuez de respirer, fort heureusement, le cœur continue de battre. Souvent, la première chose que vous faites en vous levant, c'est aller aux toilettes et des fois, vous y êtes même allé la nuit. Donc ça veut bien dire que, votre organisme, lui, continue de travailler, vous digérez, enfin voilà. Des fois, le cerveau se met en route parce que ça va ou ça va pas. Et donc finalement, notre métabolisme de base, c'est ce que l'on fait quand on ne fait rien, quand on n'a pas d'activité, quand on dort. À ça, vous allez ajouter des dépenses énergétiques du quotidien. Ces dépenses énergétiques pour une personne lambda, c'est aller travailler, c'est marcher, c'est monter les escaliers, c'est manger qui demande de l'énergie pour pouvoir digérer les aliments, pour pouvoir mastiquer. Ça va être aussi parce que vous allez faire du sport, vous allez porter des charges, parce que là, il fait plus chaud depuis quelques jours, donc on a une dépense aussi. Quand il fait plus froid, on va aussi avoir une autre dépense. Et ces dépenses, finalement, associées à notre métabolisme de base, vont être accentuées dans un cas de handicap, de pathologie ou de vieillissement. On le voit bien, là il fait très chaud, notre organisme, il surchauffe, il a besoin de plus dépenser pour arriver au même résultat. Si vous avez un handicap, vous allez compenser ce handicap. Je pense là à mon gamin avec le coude en vrac, mine de rien, bah, comme il a le bras en écharpe, il fait plus de choses avec l'autre main, il doit se réadapter, il doit se positionner différemment, il a un poids en plus lié au plâtre, tout ça, ça joue. Donc, nos dépenses énergétiques vont être accentuées par le biais du handicap, du vieillissement, d'un accident ou, je dirais pour le commun du mortel, parce qu'il fait plus chaud, plus froid ou ce genre de choses. Vous êtes malade, vous avez une grippe, le Covid avec de la fièvre, bingo, vous dépensez plus. Donc, il faut réajuster nos apports nutritionnels pour les adapter au mieux en fonction de nos dépenses qui peuvent être fluctuantes. Donc, notre organisme, c'est ce que je disais, c'est le métabolisme de base et à ça, on va rajouter nos dépenses énergétiques quotidiennes. Et les facteurs pathologiques vont aussi être accentués. Les médicaments peuvent accentuer aussi des dépenses. Je pense aux personnes qui ont malheureusement un cancer. Tout ce qui est chimio et ce genre de choses, rayons, ça accentue encore plus vos dépenses. Donc, il y a le handicap, le vieillissement, la pathologie en elle-même, mais aussi les traitements qui peuvent demander à votre organisme d'associer encore plus de dépenses. Donc, tout ça est à prendre en compte. L'équilibre alimentaire, c'est vraiment ce biais d'avoir autant d'apports que de dépenses pour que notre poids se stabilise. Et on voit bien que souvent les personnes vieillissantes ou avec un handicap ou en traitement peuvent avoir un poids qui va finalement fluctuer parce que ben, tout ça se met en route et qu'on a du mal à trouver le juste milieu entre les deux. C'est d'autant plus vrai dans un cas de handicap, de vieillissement ou de traitement lourd, parce que finalement, c'est dans des périodes où soit on va avoir très, très faim pour compenser une grosse fatigue, soit la fatigue ou l'épuisement moral, physique dans sa globalité fait que finalement, on va avoir moins d'appétit. On n'a plus l'énergie de manger. C'est ce qu'on appelle un risque de dénutrition que nous allons voir ensemble. Donc, il faut aussi prendre en compte que des fois, ça peut être trop ou pas assez, mais en tout cas, il faut trouver le juste milieu pour que la balance reste stable par rapport à ces fameuses dépenses énergétiques et par rapport à nos besoins qui vont être plus ou moins compensés. Oui, effectivement, fibromyalgique et c'est voilà, on voit bien que finalement, vous associez plein de choses. Vous associez le handicap, vous associez les traitements, la pathologie qui a un phénomène de poussée. Je réponds à Isabelle sur la fibromyalgie. Donc tout ça, ça peut jouer aussi. Mais comme dans les phases de cancer ou de vieillissement, on voit bien que quand quelqu'un vieillit, je pense à vous Catherine pour votre maman, il y a des caps. Tout à coup, on dit: «Ah, on a repassé un cap». Malheureusement, il y a des caps qui font tout d'un coup ce qu'elle faisait hier ou depuis, 3-4 ans et bien là, malheureusement, on voit qu'il peut y avoir des caps qui changent. Que ce soit par la chaleur, que ce soit par une mauvaise nouvelle, enfin voilà, le psychique aussi va avoir une influence ou une impulsion sur la façon dont on va vivre notre vieillissement, notre pathologie et où nous aussi en tant qu'aidants, on va avoir un impact sur tout d'un coup, est-ce qu'on est toujours capable de répondre à la demande ou pas? Et ça, c'est ça où c'est finalement le plus dur pour vous. C'est de quoi je suis capable, comment je peux continuer à avancer et quelle est ma limite aussi? Parce qu'à un moment donné, sinon vous finirez aidé aussi et ça, faut pas l'oublier. Donc, je reprends la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire, c'est tout ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé. Et on va voir au fur et à mesure où on peut biaiser finalement cet équilibre pour soit apporter plus, soit apporter moins en fonction des besoins.
D'accord? Donc là, on voit que l'équilibre alimentaire, cette pyramide, la base de la pyramide, c'est ce dont nous avons physiologiquement le plus besoin et plus on monte vers le haut de la pyramide, moins nous en avons besoin. C'est plutôt pour le côté plaisir, le côté gustatif. Et vous voyez que la base de la pyramide, c'est une couleur bleue. C'est-à-dire que vraiment, le point fort de l'équilibre, c'est l'hydratation. C'est parce que vous vous hydratez suffisamment que votre organisme permet aussi de travailler normalement. Nous sommes quand même faits entre 70 et 80% d'eau et notre organisme, surtout là par exemple parce qu'il fait chaud ou par la pathologie, les traitements, va avoir besoin qu'on maintienne ce pool d'hydratation. Donc, on en reviendra tout à l'heure sur le problème de la déshydratation. Mais c'est vrai que ce point est vraiment fondamental. C'est pour ça que la base de la pyramide est bleue. Ensuite, nous avons tout ce qui est famille dit des féculents, donc pâtes, riz, pommes de terre, blé, semoule, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, tout ce qui est céréales aussi. Et cette famille-là, elle vous apporte de l'énergie parce que ce sont des sucres lents. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous les ingérez et le moment où vous allez les digérer, il se passe 3 à 4 heures après le repas. Donc, ça vous permet d'avoir à la fois une sensation de rassasiement et d'avoir de l'énergie disponible longtemps après. Donc, on en a physiologiquement besoin et on adaptera les quantités à la fois en fonction de notre faim, mais aussi en fonction de notre dépense énergétique. Ensuite, nous avons la famille des fruits et légumes qui sont importants parce qu'ils vous apportent des vitamines, des minéraux, indirectement de l'eau, surtout en ce moment, il faut le prendre en compte, puisqu'on va aller plutôt sur des fruits un petit peu plus gorgés d'eau, je pense melon, pastèque, et puis des crudités que l'on va manger telles quelles. Donc ça, c'est important. Ils vont aussi vous apporter des fibres alimentaires. Et ça aussi, c'est important parce que mine de rien, l'association féculents, donc pâtes, riz, pommes de terre, plus fibres alimentaires des fruits et des légumes, vont vous permettre d'avoir un transit plus ou moins régulier. Et sans rentrer dans les détails, on sait que ça, en tant qu'aidant, c'est quand même plutôt facilitant quand tout va bien à ce niveau-là. Détail. Ensuite, vous avez les protéines. Donc, les protéines, elles sont vastes. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer. Donc, qui vont aussi vous apporter du fer et de l'iode. Et vous avez les produits laitiers qui vont vous apporter des protéines, mais également du calcium. Le calcium, on en a besoin pour notre squelette. Et fer et iode, c'est pour maintenir notre pool vitaminique et minéral en bonne santé. Et les protéines, ça sert à avoir des muscles solides. Donc ça, on en a physiologiquement parlant besoin. Et on verra que ça rentre dans le cadre de la dénutrition tout à l'heure. Donc les protéines, physiologiquement parlant, on en a besoin. Et c'est souvent là où, en vieillissant, on a moins d'envie. Donc comment ruser? On voit aussi que de plus en plus de personnes ne sont plus du tout attirées par tout ce qui est viande, poisson, œuf, soit par goût, le goût change en vieillissant, ou par la pathologie ou par les traitements, mais on voit aussi que les, les mentalités évoluent, les gens ont des envies différentes et vous avez de plus en plus de gens qui ne souhaitent plus consommer soit de la viande, soit du poisson, soit des œufs. Auquel cas, on associera une double dose de féculents, de glucides dits lents, pour avoir des acides aminés, c'est-à-dire les acides aminés, c'est ce qui compose une protéine. Et donc, il va falloir les associer au niveau des féculents pour que les acides aminés qui constituent la protéine végétale soient de même qualité nutritionnelle que la protéine d'origine animale. Voilà. Ensuite, nous avons les matières grasses. Les matières grasses, c'est tout ce qui est l'huile, les margarines, le beurre et la crème fraîche. Et là, on en a besoin parce que physiologiquement parlant, ça apporte de l'énergie et ça apporte du goût. Le but, c'est de stimuler l'appétit, d'avoir l'envie de manger ou alors de freiner en fonction de la pathologie et de nos périodes. Mais on en a physiologiquement besoin. Et pour se mettre à table, c'est typiquement français, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous fasse plaisir gustativement. Si on prend des haricots verts cuits à l'eau et un poulet grillé, ça ne va pas durer dans le temps. Et puis l'idée, c'est que vous, en tant qu'aidant, entre guillemets, vous ne fassiez pas non plus 36 milliards de repas. Parce que c'est usant, c'est fatigant. Donc il faut que la base soit la même pour tout le monde et après, on peut adapter. La bière est en haut de la pyramide, effectivement, marque comme le vin pourrait l'être. Comme on voit, il y a le coca, il y a ce genre de choses. Parce que, mine de rien, la bière, c'est l'alcool qui contient la calorie. Indirectement, c'est du sucre. Ça fait une fermentation, comme le vin, comme n'importe quel alcool, comme les sodas. Et là, c'est en pyramide, c'est en haut de la pyramide, parce que finalement, ça vous apporte du sucre. Le café ou le thé non sucré vont être en bas de la pyramide. D'accord? Parce qu'en bas de la pyramide, c'est vraiment l'apport hydrique, la flotte, la base. Alors effectivement, on parle d'eau, mais ça peut être le thé, le café, les tisanes. Par contre, effectivement, ce qui est en haut de la pyramide, c'est ce qui va vous apporter trop de gras, trop de sucre, trop de sel et ce genre de choses. On pourrait mettre les chips, on pourrait mettre les biscuits apéro et ce genre de choses. Et pour les 0%,
tout ce qui est produit light, c'est la problématique aussi. C'est-à-dire que dans la tête des gens, ben, comme c'est light, c'est zéro, donc c'est de la flotte. Sauf que vous, votre organisme, par le biais des édulcorants, il a l'impact sucré dans la tête. Et donc, plus on mange sucré, plus on mange salé, plus on a besoin de manger sucré, plus on a besoin de manger salé. Donc, attention à ça, aussi pour les personnes diabétiques. C'est qu'à force de boire que des sodas light pour les personnes diabétiques, l'insuline, elle sait plus, elle est perdue. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc l'équilibre alimentaire basique, c'est ce que j'appelle la règle des 5. Donc à chaque repas, une source de protéines, donc viande, poisson ou œufs ou protéines d'origine végétale, une source de féculents, une source de légumes, un produit laitier pour le calcium et aussi les protéines, et un fruit cru ou cuit. La base, c'est l'eau. D'accord. Alors justement, Isabelle, avec la chaleur et tout, on va voir tout à l'heure comment on peut ruser pour tout ce qui va être crudité, les mousses de crudité, ce genre de choses. Donc l'équilibre alimentaire, c'est vraiment la règle des 5 et le but, c'est qu'on adapte cette règle en fonction de la pathologie, en fonction des réels besoins de nos aidés. Donc cette fameuse règle des 5. Donc là, on va avoir des conséquences sur le vieillissement parce que c'est souvent ce qui est prédominant dans le statut d'aidant, c'est parce que vous aidez plutôt quelqu'un qui est en vieillissement. Mais on a aussi la même problématique, je vous rassure, pour tout ce qui est source de handicap ou tout ce qui va être pathologique. Donc, les problèmes bucco-dentaires. En vieillissant, on sait qu'on peut avoir des troubles bucco-dentaires, que ce soit parce que les dents ne sont plus là, que ce soit parce qu'on a un appareillage pas adapté, mais on pense aussi aux personnes, par exemple, tout ce qui est chimio ou lourd traitement, où il convient de faire vérifier ses dents parce qu'on peut avoir plus d'aft qui va indirectement jouer aussi sur notre mastication. Et pour peu qu'il y ait une fragilité, ça risque d'accentuer cette fragilité. Donc ça, c'est important. Plus problème bucco-dentaire, on peut tous en avoir, c'est-à-dire qu'une carie pas soignée, ce genre de choses. Donc faites attention à ça, on va le voir. Et puis, tout ce qui est manque d'appétit, modification du goût de nos habitudes, ça joue aussi indirectement, quel que soit le statut des dents. C'est-à-dire que ou d'aider, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien qu'en vieillissant, on a moins d'appétit, le goût change, les traitements vont aussi avoir cet impact-là et le handicap avec les phénomènes de fatigue, je pense à la fibromyalgie pour vous Isabelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec les phénomènes de poussée, les phénomènes aussi de fatigue, il y a des moments où on n'a plus l'envie de manger, on n'a plus l'envie ou alors les goûts vont changer par le biais des traitements et ça, mine de rien, ça joue. Et c'est vrai que ce qui était vrai hier, eh ben, n'est plus vrai demain et que la chaleur, par exemple, qui se rajoute encore plus à notre quotidien, fait que ça va encore changer les choses. Par le biais de la rétention d'eau, par le biais au fait aussi, j'ai des mains qui vont tout d'un coup être très gonflées, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Tout ce qui est déshydratation, alors là, on est typique dedans parce que depuis hier, on a un mois de mai qui est vraiment, plus que chaud, chaud et puis parce que, c'est difficile de boire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors je prends typiquement l'exemple des personnes qui vieillissent, ils n'ont pas soif, ils n'ont jamais soif. Ils n'ont jamais soif et ils ont toujours un pull sur le dos même s'il fait 30 degrés. Donc à un moment donné, ça se fait pas. Donc voilà et puis pareil pour des personnes qui sont malades ou en source de handicap, finalement, il reste plutôt à l'intérieur. Donc la notion de chaleur, la notion de je vais boire quand on ne fait pas beaucoup d'activité, moins on boit, moins on a soif. Donc c'est un cercle vicieux aussi. Et puis ça veut dire aussi que boire, il faut aller aux toilettes. Quand vous êtes dans un état de handicap ou machin, aller aux toilettes, ça devient compliqué. Ça veut dire que soit il faut déranger quelqu'un, soit il faut demander de l'énergie pour aller jusqu'aux toilettes. Enfin voilà, tout ça peut être problématique. Donc ça, il faut le prendre en compte. L'ostéoporose, on l'a vu indirectement avec le calcium, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, soit par le biais des traitements, soit par le biais du vieillissement, notre squelette n'est plus aussi performant qu'il n'a été et donc on a un risque effectivement d'ostéoporose, c'est-à-dire d'avoir une qualité osseuse de moins bonne qualité et donc un choc peut entraîner plus facilement une fracture ou une fissure. Donc ça, on le verra. La dénutrition, la définition de la dénutrition, c'est une diminution des apports protéino-énergétiques. Énergétique, c'est un apport complet, c'est l'énergie que vous avez dans les aliments. Si vous mangez moins, vous avez moins d'apport énergétique. Et protéino-énergétique, c'est parce que ça cible les protéines. Parce qu'indirectement, que ce soit l'ostéoporose, que ce soit la déshydratation, que ce soit la dénutrition, si vous n'avez pas une capacité musculaire suffisante et un apport suffisant en protéines, à un moment donné, vous ne tenez plus debout. Ou alors vous vous affaiblissez encore plus et donc c'est là où ça peut réellement poser un souci pour tout ce qui est contexte de vie.
Donc il faut le prendre en compte. Et la sarcopénie, eh beh, c'est une conséquence aussi, c'est-à-dire quand le muscle n'est plus de suffisamment bonne qualité ou de suffisamment bonne densité pour qu'on puisse se tenir debout. Et ça, il y a pas d'âge pour ça. Vous êtes alité pendant 15 jours, 3 semaines, vous voyez bien que tout d'un coup, vous avez du mal à relancer la dynamique. Toujours pareil, l'exemple de mon gamin avec son plâtre, quand on va lui retirer le plâtre dans 3 semaines, 1 mois, il aura des tout petits membres parce qu'il l'aura pas utilisé autant qu'avant et donc il va falloir qu'il se remuscle et on va voir vraiment une différence. La prise ne sera pas la même. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse point par point, les différents problèmes que l'on peut rencontrer. Donc les problèmes bucco-dentaires, c'est vraiment majeur parce que qui dit manger, dit mastiquer et donc si on mastique pas, ça veut dire qu'on n'a pas cette première étape de la digestion et donc ça veut dire que nos aliments ne seront pas bien digérés, donc pas bien absorbés et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux aussi parce que ça peut faire des fausses routes, partir dans l'autre sens. Ça peut faire des problèmes de déglutition indirectement et puis ça va avoir aussi un impact sur le transit. Et dans tous les cas, c'est vous qui êtes bon pour, donner un coup de pouce et ça, c'est pas terrible. Donc le problème bucco-dentaire, il est vaste. Il est vaste parce qu'à tous les âges de la vie, en fonction de sa qualité de dents, on peut avoir des problèmes style muguet, aphte ou ce genre de choses. Et le muguet, on pense aux enfants, mais n'importe quel type de personne peut faire du muguet. Là, c'est facile à vérifier. Vous ouvrez la bouche de la personne et vous voyez bien si c'est tout blanc, c'est qu'il y a du muguet. Un appareillage mal adapté ou inexistant peut être un souci. C'est-à-dire que pour mastiquer, il faut avoir des dents. Sinon, on ne peut pas mastiquer. Soit on n'a pas assez de dents qui ne nous permettent pas de bien mastiquer, soit on a un appareillage qui n'est plus adapté parce qu'on a pris du poids ou on a perdu du poids, et que là, mine de rien, le poids et la musculature va jouer sur votre mandibule et font que ça ne marche plus. Et puis, c'est pareil, vous avez aussi des appareillages qui sont douloureux et donc qui induisent indirectement, du muguet, des aftes et ce genre de choses. Vous voyez bien quand vous avez un aphte, on n'a pas envie de manger, ça fait mal et entre le moment où on traite et le moment où ça va mieux, il peut se passer quelques heures, quelques jours. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc l'appareillage, des fois, il vaut mieux se dire qu'un appareillage pas adapté, il vaut mieux que le repas soit fait sans appareillage. Pour 2 points. Le premier point, c'est que finalement, on trouve une texture qui va bien. Deuxième point, c'est que finalement, un appareillage mal adapté va faire des lésions, va taper et donc sera encore plus compliqué à gérer. Et donc finalement, vous mangerez encore moins. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Les soins, alors je vous ai dit, il faut bien se penser à se laver les dents et quand il y en a plus de dents, on se lave quand même les dents. On lave le dentier, on lave les dents aussi. On désinfecte au bas de bouche. On a des produits, même en grande surface, alors qui ne sont pas forcément très alcoolisés ou pas du tout alcoolisés, pour faire des gargarismes, pour nettoyer l'hygiène bucco-dentaire. C'est important. Adapter la brosse à dents. Vous avez des brosses à dents souples, extra souples, chirurgicales. Quand on n'a plus beaucoup de temps, il vaut mieux, ou qu'on a des dents fragiles, il vaut mieux avoir une brosse à dents très souple ou limite chirurgicale pour être sûr de ne pas faire de problème. Quand il y a des aftes, pensez au coton-tige pour aller cibler pile poil là où il faut mettre aussi du bain de bouche. Ça fait un peu mal, mais c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Les textures, on va les adapter en fonction des personnes. Alors, il ne faut pas faire le lien par rapport aux enfants, mais c'est typique, les enfants au démarrage, ils n'ont pas de dents, on leur adapte la texture. Quand les dents arrivent, on va adapter les morceaux ou le choix de ce que l'on va leur faire consommer. La texture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il vaut mieux des fois se dire, je ne mets pas l'appareil parce qu'il n'est pas adapté, je ne peux pas mettre des grosses bouchées, faire des petits morceaux ou du semi-mixé, c'est-à-dire grossièrement écrasé à la fourchette pour quand même que la langue joue son rôle. La langue, elle est très importante, c'est ce qui donne l'impulsion de faire partir des aliments en bout de bouche. Et en plus, la langue va avoir comment on appelle ça, des récepteurs qui vous permettent aussi d'avoir des sensations.
Et là, on parlait par exemple pour la chaleur, en ce moment, tout ce qui est crudité, le côté très frais en bouche, va donner une impulsion. La tomate, si on ne peut pas la manger telle quelle, on la met en petit tartare, ou alors on peut faire une petite soupe froide de tomates. Je pense aussi à tout ce qui va être concombre ou ce genre de choses. Vous pouvez très bien ajouter faire comme une mousse au chocolat, sauf que c'est pas le chocolat, c'est une soupe de concombre, par exemple. Et là, vous ajoutez un blanc d'œuf monté en neige et ça fait une texture, vous laissez un peu au frais et donc ça fait comme une mousse. Et là, ça va être adapté. Vous avez aussi, par exemple, tout ce qui va être, galette purée, ce genre de choses. Vous pouvez avoir un degré finalement de morceaux. Vous avez si on prend l'exemple de la pomme de terre, vous avez les purées lisses, les purées semi-lisses et vous avez les purées dites, grossièrement, mixées et donc ça peut être aussi des formules. Donc les textures doivent être adaptées. Pour la viande aussi, par exemple, le poisson, on n'a pas besoin de mixer du poisson. S'il est bien cuit, le poisson blanc, ça se met en place tout seul. Par contre, certaines viandes nécessitent d'être mixées ou d'être coupées en tout petits morceaux. Et là, par exemple, tout ce qui est bœuf, quand c'est coupé en tout petits morceaux, c'est juste insupportable parce que ça fait une boule en fait. Donc, on n'a pas résolu le problème. Alors que tout ce qui va être le poulet, la dinde, ce genre de choses, ou la viande directement hachée, seront plus faciles. Donc, pensez vraiment aux textures. Pensez aussi à adapter, à réadapter la texture. Parce que vous avez des personnes qui, tout d'un coup, vont avoir des problèmes bucco-dentaires à un moment donné. Je parle, par exemple, pour tout ce qui est personnes ayant des rayons ou des chimios. Ben, peut-être que pendant quelques jours, une texture adaptée va être plus efficace. Et puis après, bah, au bout de 2-3 jours, il y a plus ces effets indésirables et donc on peut passer sur une texture normale. Mais il faut quand même penser à réadapter, ce qui est compliqué pour vous. Je suis bien d'accord et que les plats d'hiver, finalement, vous filez un coup de mixeur, ça va beaucoup plus vite que les plats d'été. Mais il faut quand même essayer de valoriser du goût. Et puis, les contrôles des fausses routes. La fausse route, c'est qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à déglutir ou la personne déglutit, mais au lieu de passer dans la phase digestion, ça passe dans la phase pulmonaire. Donc ça, les fausses routes, ça vaut des fois le coup de faire un point avec une orthophoniste ou de demander un point régulier auprès de votre médecin parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire que des personnes qui font des fausses routes ou qui ont tendance à tousser beaucoup ou à avoir cette sensation de s'étouffer, à un moment donné, elles ont la trouille, donc elles ne mangent plus. Alors que là, on peut réviser la texture ou on peut, des fois, les cas de sécheresse, c'est-à-dire de fait de ne pas boire suffisamment, on le verra après, fait que la langue va être plus pâteuse et donc on a du mal à relancer la dynamique d'une impulsion pour que les repas partent vers l'arrière de la gorge finalement. Donc pensez à ça. Manque d'appétit et modification du goût et de nos habitudes. Alors ça, vous voyez bien, je redonne mon exemple d'hier où il a fait super chaud. On n'a pas d'appétit. Tout d'un coup, on n'a pas envie de chocolat, on n'a pas envie de choses comme ça. Vous voyez, typiquement, on a envie de sorbet, on a envie de choses très, très fraîches. On est déjà là d'être sous la chaleur, donc finalement, on ne va pas manger beaucoup. Donc, qu'il y ait un manque d'appétit ponctuellement, c'est pas gênant. Maintenant, si ça doit durer dans le temps, il faut quand même réadapter aussi ça. Modification du goût, les traitements peuvent le faire. Les modifications du goût, le vieillissement fait aussi qu'on va avoir des moments où on aime ou on n'aime plus, où on n'a plus envie. Mais ça, je dirais à n'importe quel âge, on va voir que tout d'un coup, des choses qui ne nous faisaient pas envie, ben là, pourquoi pas, ça va nous faire envie. La femme enceinte, tout d'un coup, elle a des envies de tas de trucs, alors que limite quelques mois avant et quelques mois après, elle n'en avait pas du tout envie, elle n'aurait pas eu l'idée de manger ça ou de faire des associations. Donc je pense qu'il faut aussi réévaluer les choses au fur et à mesure. Donc plus pour adapter le goût, adapter les quantités et aussi les habitudes, si la personne n'a pas beaucoup d'appétit ou alors petit aussi, ça peut arriver, pensez à fractionner les repas. Fractionner les repas, c'est plus petits repas ou des repas plus adaptés pour éviter aussi que la personne ait un dégoût quand vous arrivez dans un restaurant, par exemple, et vous n'avez pas beaucoup d'appétit ou à la cantine et qu'on vous met déjà des très grosses portions, vous n'avez pas envie de manger. Alors que des fois, il vaut mieux des petites portions, quitte à à se resservir à la bonne température, la période en fonction de pour pouvoir manger en meilleure quantité. Donc, fractionner les repas, c'est-à-dire qu'on va avoir le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, et on peut faire jusque 3 collations par jour. Ces collations, ça peut être en matinée, en après-midi, en soirée. Donc ça, c'est vraiment important aussi de fractionner. Et auquel cas, ma fameuse règle des 5, en fait, je fractionne. C'est-à-dire qu'on peut faire le plat avec viande, poisson, œuf, féculents et légumes, et le produit, on va le décaler.
Et pourquoi pas, si vraiment la personne est plutôt frêle et a déjà perdu du poids alors qu'elle n'en avait pas besoin, rajouter un biscuit, rajouter un petit volet ou ce genre de choses en plus. Mais fractionner les repas, ça peut être intéressant. Pour les personnes vieillissantes, entre guillemets, ou alors qui n'ont pas d'appétit, le fait aussi les repas et d'avoir des collations, je parlais par exemple du riz au lait, des petits gâteaux, ce genre de choses, on verra dans la nutrition, ça peut vous permettre aussi d'augmenter l'apport énergétique journalier et avec un côté un peu sympa en bouche. Ça fait plaisir, vous voyez? Et ça, le plaisir fait que finalement, ça va être mangé. Donc c'est important. Donc adapter les repas au goût. Ça, c'est pareil, les repas, alors personne vieillissante, mais par exemple, une personne le soir d'un certain âge va vous dire: «Non mais moi un bol de soupe et un yaourt, ça me suffit». Eh bien non, ça ne suffit pas parce que finalement la soupe, c'est de la flotte, c'est des vitamines, mais ça n'apporte pas d'énergie et votre yaourt, pas beaucoup. On peut très bien dire: on prend la soupe vers 18h30, et puis en plus la soupe a tendance à vous caler, donc à vous empêcher de manger autre chose et puis, ou alors on fait soupe yaourt et puis dans la soirée, on peut reprendre soit un mini sandwich, soit un gâteau de semoule, soit un peu de pain perdu, soit puis pour pouvoir aussi réévaluer les apports énergétiques. Donc le fait de fractionner et d'adapter au goût fait que, il y aura peut-être pas de protéines, poisson ou d'œuf, mais il y en aura peut-être eu un peu plus le midi. Puis là, finalement, l'association des protéines végétales peut se mettre en place. Donc pensez à ça. Texture, on l'a vu aussi pour les problèmes bucco-dentaires, mais ça revient et ça, il faut y penser. Et puis, vigilance aux médicaments, excusez-moi, en début de repas. La plupart des gens, mais par habitude, hein, on fait tout ça, on a tendance à prendre les médicaments au moment on débute le repas avec un grand verre d'eau et nos médocs. Sauf qu'il y a la plupart des médicaments ne nécessitent pas d'être pris au moment du début du repas. Ils peuvent être pris en fin de repas ou en milieu de repas. Des fois, ça peut être caché dans une compote ou dans un truc comme ça, ce qui évite déjà finalement d'avoir l'estomac rempli de flotte. Quand vous avez déjà bu un grand verre d'eau, vous n'avez plus faim. Et donc, vérifiez bien auprès de votre médecin si tous les médicaments, si vraiment il y avait un médicament qu'il fallait prendre en début de repas, lequel? Parce que souvent, c'est vraiment une habitude et ce n'est pas une obligation. Donc, faites attention à ça aussi. Et c'est pareil, vous avez des personnes qui ont 12, 13 médocs à prendre. Je veux dire, vous commencez la journée déjà. Donc là, peut-être dire, je prends mes médicaments une demi-heure avant ou une demi-heure après le petit déjeuner, les fractionner aussi dans la journée et peut-être faire un point avec votre médecin pour savoir ou avec le médecin de la personne que vous aidez, pour savoir si tous les médicaments sont obligés d'être pris. Est-ce qu'il n'y en a pas qu'on peut associer? Donc ça, c'est aussi important. La déshydratation. La déshydratation, on peut tous être concernés, ça peut aller vite. Il suffit juste que vous ayez un phénomène de diarrhée, vous pouvez être déshydraté. Donc ce n'est pas seulement que des personnes avec un handicap. Maintenant, on sait que les personnes avec un handicap ou vieillissantes, finalement, ont de moins en moins soif ou alors ont des problèmes pour boire. Je pense par exemple, les personnes qui ont un cancer du sein, vous savez que les traitements là où les bras sont très gonflés, sont très douloureux, aller porter une bouteille pour verser un verre d'eau, ça et si c'est pas le bon bras, de l'autre côté, c'est compliqué aussi. Donc adapter aussi le contenu. Ça peut être des verres, ça peut être des petites bouteilles, plutôt des petites bouteilles que des grandes, ce genre de choses. Donc la déshydratation, c'est vraiment pour tout le monde et le but de la déshydratation, c'est de l'éviter, c'est vraiment de boire suffisamment. Quand on vous dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est 1,5 litre tout compris. Je compte eau, café, thé, jus, potage, voilà. Et après, Marc, peut-être que si un petit jus de fruits le matin passe bien, alors certes c'est sucré, mais ça rentrera quand même dans quelque chose que vous buvez et ça sera bu. Le potage, je pense à nos personnes d'un certain âge, et vous pouvez leur faire du potage tous les jours, été comme hiver, ça passe. Limite, c'est déjà un bol de flotte ou une assiette creuse de flotte, on y va. Il ne faut pas se chercher midi à 14h, il ne faut pas se compliquer. Donc la déshydratation, quels sont les signes? Les signes, ça va être une personne qui va avoir plutôt les valises, entre guillemets, plus foncées en dessous des yeux. Vous allez voir que finalement la peau ne revient pas. On peut avoir quelqu'un qui va aussi avoir la sensation d'être un peu perdu, ne pas savoir où elle est, être divague, par exemple, très fatigué, très lent. Ça, ce sont des signes qu'il faut prendre en compte. La langue complètement pâteuse, les yeux qui ne sont plus assez larmoyants, entre guillemets.
Donc ça peut jouer aussi. Donc faites attention à tous ces petits signes. Et donc les 1,5 litre d'après compris par jour. Et s'il fait très très chaud, on va augmenter, bien évidemment. Mais le but, c'est pas de les inonder non plus. Parce que si vous les inondez, ils mangent plus. Donc, on n'a pas résolu le problème. Alors que tout ce qui va être long, crudité ou ce genre de choses, indirectement, vont vous apporter aussi de l'eau. Adapter le contenant et adapter le contenu. On est bien d'accord. Le contenu, c'est, il vaut mieux des fois des plus petits verres, mais que la personne sait prendre toute seule, plutôt que le but, c'est que ce soit adapté par rapport à son handicap, son vieillissement, et puis par rapport à ce qu'elle est capable de boire. Quand vous avez une bouteille d'1,5 litre, elle vous regarde, vous la regardez pas, et finalement, ça passe pas. Vous avez aussi des gourdes qui maintiennent la température, que ce soit en chaud ou en froid. Ça peut être des petits bols ou des petites tasses avec isotherme, par exemple. Donc, pensez à ça. Pensez à nu et les contenants. Toujours pareil, l'exemple, alors c'est en maison de retraite, mais quand l'infirmière passe et qu'elle vous met un verre d'eau, et que le verre d'eau il est sur la table roulante qui est à l'autre bout du lit, ça veut dire qu'il faut se lever, machin, il ne sera jamais bu le verre d'eau. Donc, il faut aussi. Et puis, des fois, le fait d'être à côté de quelqu'un et de boire le verre d'eau en même temps que quelqu'un, c'est plus facile. Pensez aussi au cas extrême, les glaçons. Les mini-glaçons pour gamins, vous mettez ça dans la bouche, c'est très frais. Alors, ça ne fait pas beaucoup d'eau, mais limite, buccale, et des fois, ce n'est pas de la soif, c'est de la sécheresse buccale qui fait que vous n'avez pas soif parce que c'est tellement sec qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Et là, les traitements ou les médicaments vont avoir un impact aussi sur une sécheresse buccale ou sur une sensation, par exemple, métallique ou désagréable en bouche. Donc ça, faites attention à ça. L'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, on l'a dit tout à l'heure. Laure, moi, légèrement, ça saute un petit peu à des moments. Je ne sais pas si les autres participants, vous avez le même Ah souci mince. ou si c'est moi, mon Internet. Sinon, la solution, ça sera peut-être que tu coupes ta caméra. Non? Ah bon, bah alors je suis toute seule. Bah alors, pas de problème. Ça doit être de mon côté. Ça gêne pas. Bon, bah on laisse, comme Si ça, besoin, vous me dites d'éteindre voilà. la caméra. Sinon, vous nous dites si c'est Mais trop gênant et je peux effectivement, l'éteindre tout de Laure suite, hein. peut éteindre sa caméra en J'éteins général. la caméra, comme ça, pour toi, ça te gênera. Bah, très bien, Euh, parfait. donc l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie, je dirais, de santé publique, c'est-à-dire qu'on sait que ça a une répercussion majeure de santé publique, tout simplement parce qu'on dit santé publique parce que ça a un coût indirect pour la sécurité sociale, et c'est une qualité de l'os qui va être diminuée ou moindre. Là, vous avez sur la dia deux types d'os. Vous avez un os normal et vous avez un os ostéoporotique. Si on devait comparer, je comparais à une éponge. Un os normal, c'est une véritable éponge, c'est une éponge neuve, c'est-à-dire que quand vous prenez l'eau, il reste dedans, donc ça maintient bien. Quand vous avez une éponge très fatiguée, à un moment donné, l'eau fuite et les trous alvéoles sont beaucoup plus lâches. Et bien voilà, c'est ça. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'avec un os plutôt vieille éponge, finalement, vous n'encaissez pas les coups de la même manière, vous n'absorbez pas les ondes de choc du quotidien de la même manière, et donc vous risquez d'avoir une fracture. Soit une fracture parce que vous vous êtes cogné, sinon à un moment donné, l'os peut dire stop, je casse. C'est ce qu'on appelle une fracture spontanée. Vous avez des gens qui se lèvent le matin et qui ne peuvent pas une fracture. Alors, on va plutôt partir du principe que ce sont des fractures dites fémur ou de vieillissement, mais par exemple, des personnes qui ont eu des traitements lourds, je pense à corticoïdes, certains traitements pour tout ce qui est, comme dit Isabelle, fibromyalgie ou Parkinson ou ce genre de choses, ça peut avoir un impact sur vos os. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, souvent, ce sont plutôt les femmes que les hommes, même si les hommes vieillissent de plus en plus tard et donc ont aussi un risque de problème d'ostéoporose. Mais les femmes, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la ménopause, nos hormones ne nous stimulent plus. Donc, si les hormones ne stimulent plus, ça veut dire qu'elles ne donnent pas un coup de pouce, donnent plus un coup de pouce pour fixer le calcium sur nos os. Donc, on va voir ça. Donc, système de santé publique, parce qu'il y a indirectement fracture il y a 400 000 fractures par an, l'ostéoporose. Donc, Oui, Laure, ça coupe un petit peu légèrement. Alors, je ne sais pas si tu as peut-être d'autres choses qui tournent en même temps sur ton ordinateur. non, N'hésite pas à les arrêter, mais si ce n'est pas le cas, c'est non, peut-être j'ai pas juste que la de. connexion. Ah, il y a eu des gros orages, en tout cas nous en région parisienne. Alors peut-être que ça a eu un impact. C'est vrai que
C'est étonnant parce que Est-ce que là, d'habitude ça va? D'habitude, ça marche. Est-ce que là, ça va? oui, ça va. Après, c'est que de temps en temps, on a comme un tout petit décalage, mais c'est pas effectivement très, très gênant, hein, mais ça arrive de temps en temps. C'est Donc très là, rare. vous Oui, Marc, ça vous le fait aussi, c'est ça? Oui, oui, ça le fait, mais c'est assez rare, mais ça coupe des phrases assez longues, donc parfois oh, c'est alors je vais compliqué. essayer de faire des phrases plus courtes. Donc, Merci. l'ostéoporose, c'est un problème de santé publique parce que ça provoque des fractures qui peuvent être des fractures liées qui peuvent être des fractures liées aussi indirectement à la chute. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il y a 40 000 nouveaux catassements vertébraux et là attendez, je vais allumer ma caméra parce que hop, zut! Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je rallume juste temporairement ma caméra pour vous montrer qu'en fait, le tassement vertébral, c'est qu'à un moment donné, quand vous vous tenez droit, vous faites ça et ça fait ça. Ouais. Alors, on n'a plus tout à fait ça, mais moi, quand j'étais gamine, je me souviens d'avoir vu des mamies qui étaient carrément pliées en deux. C'était un problème indirectement d'ostéoporose. Alors, ce n'était pas une fracture, mais c'était lié à un tassement vertébraux. Et chez les Asiatiques, vous voyez bien, ils sont plus petits et ils sont souvent très tassés. Donc, ils ont aussi un problème d'ostéoporose. Donc, il faut faire attention à ça. Les fractures du poignet, on en a de plus en plus et c'est plutôt un problème typique des personnes, des femmes jeunes, parce que quand vous êtes jeune, eh bien, vous avez des gamins, des sacs, des portes à ouvrir et donc on sollicite beaucoup plus les et donc c'est souvent ce sont des femmes qui ont soit une hérédité, soit, un problème d'hormones et donc c'est vrai qu'il faut le prendre en compte, c'est un signe précurseur d'ostéoporose et puis les fractures du col du fémur, il y en a un certain nombre par an. Donc, sur cette diapositive, pourquoi on a un risque de fracture du col du fémur? Eh bien, le risque, il peut être différent. Il peut être par les antécédents familiaux, c'est-à-dire que parce que vous avez une maman, un papa ou une grand-mère qui avait déjà un problème d'ostéoporose, vous avez d'autant plus de chances. Mais faut-il encore savoir si on qui avait des problèmes ou pas. Et ça, bah, finalement, c'est une maladie, on commence seulement à en entendre parler. Les de carence en vitamine D, puisque la vitamine D va être synthétisée par le soleil sur notre peau et donc va nous permettre de fixer le calcium. Carence en calcium, alors il y a des personnes qui ont mangé des produits laitiers toute leur vie et qui ne fixent pas le calcium, et vous en avez d'autres qui n'ont jamais mangé et qui finalement ont des os très très bien. Donc voilà. On a dit les femmes de plus de 50 ans parce que la ménopause induit indirectement le fait que vos hormones ne stimulent plus la vitamine D, la fixation du calcium, et donc forcément, ça a un impact. Minceur excessive, que ce soit homme ou femme, parce que finalement, vous avez plutôt un petit squelette qu'un trop gros squelette, et donc ça joue. On a aussi chez les hommes, puisque les hommes, mine de rien, vieillissant de plus en plus vieux, on a de la chance, eh bien, ils vont avoir aussi un risque d'ostéoporose. Alors nous, les femmes, c'est plutôt entre 60 et 70 ans. Eh bien, les hommes, c'est plutôt entre 72, 75 ans et 80 ans. Donc voilà. Et le manque d'activité physique, on va le voir aussi avec la sarcopénie, c'est-à-dire que vous avez beau avoir un squelette en très bonne santé, si vous n'avez pas un physique musculaire suffisant, vous vous cassez la figure. On se souvient tous du squelette quand on était au collège Oscar. Eh bien, Oscar, pour tenir debout, il y avait la tige de fer. S'il n'y avait pas le portant, Oscar, il tombait. Eh bien, le portant, c'est votre capacité. Et donc, nous avons besoin d'avoir une capacité musculaire suffisante pour tenir debout. Et donc, s'il devait y avoir chute, se retenir. Et là, la problématique des personnes vieillissantes ou des personnes avec pathologie, c'est qu'il y a quand même moins d'activité physique au quotidien, indirectement. Et donc, ça joue. L'alcool peut aussi jouer, simplement parce que qui dit boit, boit de l'alcool, boit pas assez. Donc, ça veut dire que si vous buvez pas assez, vous avez un souci sur votre capacité musculaire indirectement, puisque le muscle a besoin d'être hydraté. Donc, il faut le prendre en compte. Et puis, tout ce qui va être, je dirais, mauvaise hygiène de vie. On est bien d'accord. Donc, les astuces nutritionnelles pour cette pathologie, protéines suffisantes par le biais des viandes, poissons, abats, produits de la mer, mais aussi des calciums ou des protéines d'origine végétale en faisant des associations
double association de féculents pour être sûr d'avoir une capacité musculaire intéressante. La vitamine D par le biais des matières grasses. Et là, c'est vrai que les matières grasses plutôt animales ont plus de vitamine D et les matières grasses vont avoir des vitamines A que l'on ne trouve que dans les matières grasses. Elles sont dites liposolubles, d'où l'intérêt quand même de mettre un peu de gras dans vos préparations et dans vos techniques de cuisson. Et le calcium par le biais des produits laitiers, mais on va voir aussi en détail. Donc les protéines, vous les avez dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, et puis dans les produits laitiers avec le calcium. Voilà. La vitamine D, c'est les rayons du soleil qui vont nous aider sur notre peau à la fixer et donc ça va augmenter l'absorption intestinale du calcium et également la fixation du calcium par l'os. Les produits laitiers, quand on vous dit qu'il faut consommer 3 à 4 produits laitiers par jour, ce sont des quantités standards, c'est-à-dire c'est un verre de lait, c'est une part de camembert, c'est un yaourt, c'est pas la moitié du camembert et c'est pas la moitié de la bouteille de lait. On est bien d'accord. Donc remettons aussi les choses en contexte parce que nous en Normandie, ostéoporose, ils ne doivent pas connaître. C'est direct la moitié du camembert. Hein. Par contre, vous voyez que les personnes qui n'aiment pas le lait ou qui, par conviction, ne souhaitent pas en consommer, je vous avais sur la diapo les équivalents. Maintenant, quand vous avez 1 kilo de chou vert 3 fois par jour, ça commence à être embêtant au niveau du transit. Mais à vous de voir. Sachez aussi que l'eau type calcique épars, par exemple, c'est l'équivalent d'un grand verre de lait. Un verre d'eau épars, c'est l'équivalent d'un verre de lait. Donc, pour les personnes qui ne consomment pas du tout de produits laitiers, c'est une bonne équivalence. On ne la chauffe pas, sinon ça reste au fond de la bouilloire. D'accord? Et puis, tout ce qui va être aussi les produits laitiers type chèvre ou brebis, on a exactement les mêmes apports nutritionnels en calcium. Ce qui n'est pas vrai pour les dits végétaux. Où là, lait d'amande, lait de soja, lait de noisette, où là, finalement, même si c'est dit en souvent, c'est un enrichissement calcique végétal et donc avec une absorption d'environ 5%, contre 30% pour du calcium dit laitier. Donc, faites attention à ça. Après, par exemple, les mentales, dans un gratin, vous avez du fromage. Dans une soupe, ça se rajoute facilement un morceau de vache qui rit ou ce genre de choses. Donc, pensez à ça, mais on va le voir après. Et l'activité physique, ça, il faut se bouger. Alors, on ne vous demande pas forcément d'aller courir ou d'aller nager. On vous demande aussi c'est plutôt de la marche, faire le tour du pâté de maison, monter, descendre les escaliers, faire de l'activité du bricolage, jardinage, c'est l'activité physique. Entre protéines pour manger la peau, si c'est du bio, vous ne vous posez pas le souci. Sinon, attention, hein, parce que les produits chimiques, de toute façon, il y a un seuil de tolérance et il y a un accepté pour que le produit soit comment dirais-je, mis en vente. Hein, donc, faites attention à ça. La sarcopénie, c'est une diminution de la masse musculaire. Elle peut être liée soit à des traitements qui vont indirectement avoir un impact capacité musculaire, soit parce que moins vous bougez, moins vous fixez la protéine, moins vous stimulez votre muscle et donc vous avez une perte en muscle. Mais ça peut être aussi lié à certaines pathologies. Faire attention. Et sarcopénie, c'est vrai que l'idée, ça peut être aussi de se bouger régulièrement. Et même si vous êtes alité, vous pouvez vous bouger. Les séances de kiné, ce genre de choses peuvent un impact sur votre capacité musculaire. Vous avez aussi des pédaliers assis, vous avez ce genre de choses qui peuvent vraiment vous donner astuces. Vous avez aussi, je pense à l'association Ciel Bleu, mais vous avez plein d'autres associations qui font aussi de l'activité physique stable. Ça peut être avec un bâton, ça peut être avec un ballon et ce genre de choses. Et ça, c'est de l'activité physique. Donc, l'effet du vieillissement sur le muscle, on voit bien que là, vous avez finalement une différence entre un sujet jeune et un sujet âgé. Et on voit que le clair, c'est le muscle. Et le gris foncé, c'est le gras ou l'eau. Et donc, on voit qu'on a moins de muscles. Mais j'aurais tendance à dire que l'âge n'est pas forcément représentatif. Parce qu'entre une personne de 75 ans sédentaire et une personne de 75 ans alitée, vous auriez de toute façon un décalage, mais vous l'auriez aussi. Donc, faites attention à ça. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une fonte musculaire. Contrairement à l'os, le muscle peut toujours se refaire. C'est-à-dire que si vous vous remettez à faire de l'activité, vous allez refabriquer de l'os.
du muscle, pardon. Donc, ça veut vraiment dire que quelqu'un qui, d'ailleurs, on le voit bien, fracture du fémur où vous marchiez beaucoup moins pour X ou Y raison, que c'était beaucoup plus compliqué de se mouvoir, vous vous faites opérer. Dans la foulée, séance de kiné, vous remarchez et vous récupérez votre capacité musculaire. Donc, ça veut dire que c'est pas inévitable et ça peut se refabriquer dans le temps. Alors que pour tout ce qui est ostéoporose, l'inverse, c'est qu'à un moment donné, quand on a une trop forte diminution de l'os, on ne peut que stabiliser notre quota. D'où le problème, c'est qu'à un moment donné, si on stabilise trop tard, eh bien, on a le coup de trop tard. Et donc là, il faut faire attention. Donc les astuces alimentaires, c'est bien évidemment apport en protéines, puisqu'on parle de muscle et qu'il faut pouvoir nourrir le muscle, que ce soit en eau, en protéines, et puis bouger. Indirectement, il faut quand même de l'activité physique adaptée. Et des fois, c'est juste se dire, bah, limite, je fais le tour de l'appartement, je fais le tour du pâté de maison. Alors peut-être que je vais mettre une demi-heure le premier jour et que je vais m'arrêter sur tous les bancs. Et puis au bout d'un mois, finalement, bah, j'arriverai à aller à m'arrêter quand gagner. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un déséquilibre entre ce que nous besoins de notre organisme et les apports nutritionnels. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter au maximum la dénutrition parce que ça a un impact sur tout le reste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la nutrition, c'est parce que vous avez pas assez d'apport énergétique alors que votre organisme, lui, va en avoir soit les mêmes besoins, soit plus énergétique. Donc ça induit le fait que la personne, parce qu'elle va avoir une fonte musculaire, elle se bougera encore moins, donc moins d'envie. Enfin, c'est un cercle vicieux sur le mot. Et c'est ce qu'on appelle malheureusement la spirale de la dénutrition. C'est-à-dire qu'entre le moment où la personne mange moins du poids, finalement a une diminution de sa capacité musculaire, et ça on peut le voir par le biais de l'albumine et de la préalbumine, et bien, quand vous voyez le début de la spirale en bleu, eh bien, finalement, on peut toujours réussir à récupérer de la masse musculaire et à récupérer un état de santé suffisant. À partir du moment où indirectement ça touche une infection respiratoire, des troubles psychiques, c'est très difficile de faire marche arrière. La nutrition, réellement, ça peut aller très très vite et ça peut s'installer très très vite. Donc faites attention à ça. Et donc les astuces, c'est valoriser animales parce que finalement, elles sont par rapport aux protéines d'origine végétale, on en met moins puisque je vous ai dit, protéines végétales, il faut faire une double association. À un moment donné, ça ne capte pas bien. Alors que l'origine animale, même en petite quantité, on y arrive. Et donc, le but pour valoriser ces protéines d'origine animale, on va le voir, c'est essayer d'en rajouter qui n'en aurait pas. Vous voyez, ça peut être rajouter du jaune d'œuf dans de la purée, ça peut être rajouter du fromage dans la purée, ça peut être aussi dans le potage rajouter du jambon, voilà, mais ça peut être aussi du lait en poudre. Le lait en poudre, c'est ma grande astuce, puisque vous avez du calcium, des protéines, plus ou moins gras en fonction de s'il y a un problème de poids ou pas, et finalement, ça se met. Et indirectement, ça n'a pas de goût à proprement parler. Les matières grasses de bonne qualité, on a vu pour la vitamine D, on a vu les différentes huiles qui vont vous apporter des acides gras essentiels dont vous avez vraiment besoin et qui vont apporter du goût et là, de l'énergie. Le gras, fractionner les repas, on l'a vu tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment que les personnes puissent manger régulièrement en petite quantité pour ne pas les écœurer. Et stimuler l'appétit, c'est-à-dire si la personne est plutôt sucrée, ben dans ce cas-là, on trouve des astuces pour qu'on cache les protéines dans les sucrés. Chose, mais il faut trouver des astuces. Parce que si vous lui mettez le blanc de poulet alors qu'elle n'a pas du tout envie de ça, ça ne va pas marcher. Alors que sous forme de hachis, peut-être que ça passerait mieux. C'est des ruses. Les enrichissements alimentaires, donc là, vous les avez sous les yeux. Et je vous dis, je suis quand même fan du lait. Alors là, j'ai mis lait entier et je cite une marque, mais du lait en poudre. Ça ne coûte pas cher, ça se garde hyper longtemps. Puis, ça ne change pas vraiment la texture et le goût du produit. Et ça peut être en salé comme en sucré. La problématique du jeûne nocturne, ça joue aussi indirectement sur un affaiblissement de notre état général et sur la dénutrition et sur la déshydratation et ce genre de choses. C'est-à-dire que quand la personne âgée, parce qu'on a tendance à manger de plus en plus tôt en vieillissant, mange entre 18h30 et 19h et que son petit déjeuner, c'est 8h le lendemain, où il ne se passe rien. Et on a bien vu, finalement, notre métabolisme de base, c'est quand notre organisme continue ou suffisamment alors qu'on ne fait rien. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être valoriser
de soirée ou de nuit si les personnes ont tendance à se réveiller. Ça peut être des petites compotes, ça peut être des petits entremets, ça peut être des petites crèmes, ça peut être aussi mon fameux riz au lait ou mon gâteau de semoule qui est très apprécié, du pain perdu, une part de tarte, que sais-je, en fonction de la dentition, en fonction de tout ça. Mais pensez vraiment à la problématique du jeûne nocturne parce que on le sait tous, quand on mange trop, on dort pas bien. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on mange pas assez, on dort pas bien non plus. Et si vous êtes fatigué, ben la journée, vous avez moins envie de vous bouger, donc moins envie vous êtes moins stimulé. Et ça, indirectement, ça joue sur le moral et ça joue sur l'activité physique, ça joue sur tout le reste. On en revient toujours au même, cercle vicieux. Donc là, j'espère vous avoir donné des petits riens qui font toute la différence, mais au moins des petites pistes en vous disant, ben ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Ma fameuse règle des 5, qu'est-ce que je peux trouver comme recette? Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire que des fois, il ne faut pas grand-chose pour que ça fasse la différence. Et il faut que ça s'entretienne sur du long terme. Parce que forcément, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain ou sera peut-être à réajuster dans une semaine. Que ce soit pour les textures, que ce soit pour la fatigue, que ce soit pour tout ça. Donc surtout, faites attention à ça. Servez les dents, c'est le plus important parce que là, l'aider, il ne peut pas rester chez lui ou il ne peut pas continuer de vivre dans les conditions. Et vous aussi, vous avez besoin de temps pour vous, besoin de faire attention à votre santé, à la qualité de ce que vous mettez dans l'assiette, à la qualité de l'activité physique que vous et pas seulement porter les personnes ou aller faire des courses pour remplir le frigo au mieux ou courir. C'est aussi pouvoir vous aérer l'esprit pour. Je reste à votre disposition s'il y avait des questions. Merci beaucoup Laure, merci, aux participants. Donc on a eu Isabelle qui a dû partir, mais Oui, qui j'ai aura vu. le replay. Donc effectivement, il y a eu des petites coupures. J'espère que, Marc et Catherine, vous avez pu quand même, je ne sais pas si sur la dernière partie, internet n'était pas content. Donc merci beaucoup en tout cas Laure pour toutes ces infos qui sont vraiment, Merci à vous. très, très, très précises et qui, je pense, vont beaucoup aider et qui peuvent aussi se mettre dans plein de situations différentes, hein, et ça, je trouve ça vraiment super de se mettre vraiment dans la peau de toutes les situations qui peuvent arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser là notre présentation et puis ensuite, si vous avez des questions, on pourra les prendre à l'oral. Donc, le questionnaire de satisfaction, alors indispensable. Merci beaucoup à ceux qui répondent à chaque fois. C'est vrai que ça, c'est pour nos financeurs, donc je vous le mets dans la conversation de la réunion. Merci à tous. Vous pouvez aussi découvrir nos autres projets. Donc, on a une chaîne YouTube qui s'appelle, alors c'est de mon nom, Gwendoline Cotrez. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Gwendoline Cotrez, vous tomberez dessus. On a aussi un podcast, un livre audio, donc des interviews de personnes âgées sur le déménagement. Donc n'hésitez pas. Ah, un petit animal, super, j'adore. Je suis désolée. Donc n'hésitez pas. Ah, moi, j'ai le mien qui est à côté, Mira qui décale. Isabelle en Donc, avait un qui faisait du bruit tout à l'heure aussi, donc c'est bon. voilà, donc non, il n'y a pas de. Donc, vous pouvez tout retrouver sur notre site movadom.com si jamais vous avez besoin de retrouver des éléments. On essaie de mettre un maximum d'informations. Et puis, vous pouvez vous inscrire à notre prochaine visioconférence, donc qui a lieu le 23 mai, donc c'est lundi prochain à 10h30. Une visioconférence sur les arnaques en ligne. Une première partie, ça va être en 5 parties avec notre partenaire les Jardins Numériques, vraiment très intéressant sur cette problématique de bien utiliser les outils numériques. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit sur movadom.eventbrite.com. On remercie notre financeur, la conférence des financeurs de l'Orne. Et vous pouvez, si vous avez la moindre question, m'envoyer un mail à contact@movadom.com.